Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur de Douvos, un épisode consacré aujourd'hui aux events de team. En fait, ça sera le premier épisode d'une série d'épisodes consacrés à différentes facettes en fait des events de team. Pourquoi tout simplement parce qu'on a procédé récemment à une sorte de restructuration de l'équipe, une sorte en tout cas, une redéfinition de nos objectifs, non même une restructuration un petit peu plus globale, parce que voilà, on est des vieux joueurs et il faut reconnaître que ce jeu a quand même quelque chose d'assez répétitif. À côté de ça, actuellement, les GDA, je trouve que ça a un peu beaucoup même perdu de son intérêt. Avant, voilà, faire un top 100 alliance, je parle au niveau score d'alliance et donc score GDA, c'était quelque chose qui était plaisant, c'était un vrai objectif qui nous stimulait. De nos jours, je trouve que c'est devenu un peu, finalement, c'est plus très stimulant pour la simple et bonne raison qu'il suffit d'être une équipe à peu près, on va dire, moyenne comme la nôtre, pour grosso modo, si vous êtes full et que vous êtes tous cochés, vous êtes dans le top 100. Si en plus vous avez réussi à recruter, on va dire, 4-5 gros decks, vous pouvez même assez facilement finalement être dans le top 50. Et à côté de ça, les GDA sont devenus, je trouve, plutôt inintéressante du fait en fait finalement de la politique de SG, qui est que actuellement je trouve que autant avant, même si bien sûr il y avait des différences en fonction des decks, c'était évident, mais de plus en plus finalement avec les nouveautés, à savoir l'augmentation exponentielle des stats des héros depuis un peu plus d'un an, la sortie des LB2, la sortie des emblèmes de maître, la sortie des troupes 5, faut reconnaître quand même que les GDA sont devenus maintenant déjà sont devenus difficiles. Mais ça, à la limite, c'est pas le problème. Moi, que ce soit difficile, ça me pose pas de difficulté, au contraire, ça peut plutôt me motiver, plus que quelque chose finalement de trop facile. Donc c'est devenu assez difficile. Et c'était le cas du reste au moment de la sortie des LB1, on a eu un peu la même difficulté, c'est que quand les LB1 sont sortis, on avait la même difficulté. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, en défense, vous pouvez mettre vos 5 meilleurs héros. Donc, du coup, il suffit d'avoir LB1, à l'époque c'était LB1, vos 5 meilleurs héros, et forcément, à côté de ça, vous aviez 5 héros en défense avec vos meilleurs héros, et par contre, en attaque, vous deviez jouer 6 équipes, donc 30 héros, et forcément, tous vos héros n'étaient pas LB1, alors que votre défense pouvait facilement, au bout d'un certain temps, selon évidemment votre investissement financier, pouvait l'être. Donc là, on retrouve un peu le même souci, c'est-à-dire qu'en défense, forcément, vous mettez vos meilleurs héros, c'est eux que vous allez LB2, c'est eux que vous avez tout ça, et du coup, forcément, l'avantage était la défense par rapport à l'attaque, où vous n'avez pas tout ça, sauf évidemment à investir beaucoup dans le jeu, pour avoir tous vos héros LB2, tous les troupes 5 qui correspondent, tous les nouveaux héros, etc., les emblèmes maîtres, voilà. Évidemment, les nouveaux héros avec les stats overboostés, de préférence avec les meilleurs CS, etc. Là, le problème, c'est que, on a effectivement cette difficulté-là, mais encore une fois, moi, la difficulté me pose pas de soucis. Le problème, c'est qu'en fait, la difficulté est devenue telle que finalement, il y a des défenses qui sont, concrètement, actuellement, il suffit que dans votre équipe, vous ayez quelques grosses défenses, vous avez de la Diao costumé avec son copain, son frère ou son copain Zuge à côté, vous avez quelques héros mystères, etc. Vous avez en fait des défenses qui finalement, à elles seules, vont faire gagner votre équipe. Et ça, je trouve ça un peu dommage, parce que du coup, on n'est plus vraiment sur de la stratégie, de la technique. D'ailleurs, moi, j'avais passé du temps, au début, j'étais une grande adepte du mono, j'avais eu quelques difficultés à passer au 3-2. Là, je suis passé récemment au 4-1 parce que le 3-2 ça passait plus, j'arrivais pas à faire suffisamment de dégâts tout simplement en 3-2. Donc je suis passé au 4-1. Maintenant, quasiment pour certaines équipes, on est obligé de passer au mono. En fait, on perd, je trouve, en qualité de technique au profit finalement de la CB. Donc on se trouve de plus en plus face à des battles de CB, à savoir si vous avez de meilleures défenses parce que vous avez mis plus d'argent dans le jeu, vous avez du coup des héros plus à jour, vous avez pu tous les LB2, vous avez pu tous les mettre des troupes 2, du coup, face à vous, si en face, ils n'ont pas le même investissement financier, et du coup, vous allez gagner assez facilement en plus les GDA, parce que avant, on avait des GDA avec des écarts finalement assez faibles. Là, maintenant, du coup, comme les écarts de deck se creusent finalement entre les équipes, finalement, soit vous gagnez largement, soit vous perdez largement. Voilà, moins que ce soit nous qui soyons très mauvais, ce qui est possible parce que les GDA c'est pas forcément notre spécialité non plus, mais voilà, je trouve qu'actuellement sur les GDA on a cette difficulté là qui fait que c'est plus finalement rigolo. La difficulté me dérange pas en tant que telle, le problème c'est qu'on peut plus la compenser finalement avec autre chose que de l'investissement financier, et vraiment, un bel investissement financier, et ça je trouve ça dommage finalement que du coup les GDA se gagnent à coup de défense et plus vraiment à coup d'attaque. Voilà, même si on essaye on a un de mes codires a réfléchi à une sorte de stratégie pour essayer de contourner un petit peu ça, qui me semble pas inintéressante. On va y réfléchir là-dessus, on va la tester un petit peu, mais voilà, je trouve que d'un côté
pensez finalement être dans le top 100 Alliance au niveau score d'Alliance, et du coup score GDA, puisque maintenant on est tous sur du 14 de toute façon, bah c'est pas forcément compliqué, finalement c'est plutôt simple, enfin compliqué, faut quand même être full, ce qui est pas forcément évident de nos jours, mais il suffit d'être full et d'être tous cochés pour y être assez facilement. Même le top 50 est accessible à des équipes qui sont pas forcément ouf, mais il suffit qu'ils ont quelques gros decks qui font mathématiquement monter beaucoup le score GDA, parce que du coup, bah, plus vous payez, plus vous avez du coup vos 30 héros qui sont LB2, qui sont des héros récents, qui ont beaucoup plus de puissance et qui font donc beaucoup plus monter votre score GDA, bah, plus vous arrivez facilement sur ces tops là, qui du coup présentent plus trop d'intérêt parce qu'il n'y a plus vraiment de challenge. Moi honnêtement la facilité ça m'intéresse pas, et qui d'un autre côté sur les GDA elles-mêmes, bah du coup il n'y a plus vraiment énormément de challenge, enfin même si, ou alors un trop gros challenge peut-être du coup, qui fait qu'en fait on peut plus passer, voilà, on est sur des battles de défense, qui aura la meilleure défense, quasiment vous ouvrez le plateau GDA, vous voyez les défenses de vos adversaires, vous savez déjà si vous allez passer ou pas, alors qu'avant on avait quand même de bonnes surprises, ou parfois des mauvaises du reste parce que les autres étaient meilleurs que nous. Là maintenant, quasiment aux défenses, vous savez déjà ce que ça va donner, et si vous allez vous prendre une grosse fessée, ou si vous allez en donner une grosse. Donc voilà, je trouve que ça perd un petit peu de son intérêt. Donc nous on a décidé en tout cas de comment dirais-je, focaliser maintenant davantage sur quelque chose qui nous plaît, à l'inverse, parce que je trouve que c'est finalement le seul endroit du jeu où la technique peut reprendre un peu le pas sur le deck, même si évidemment si vous avez des gros decks, bah, c'est un peu plus facile, mais quand même, sans technique on peut y arriver, sans gros deck, mais avec de la technique au contraire on peut y arriver, c'est surtout les events de team. Et particulièrement, nous, ce qui nous plaît, alors on fait évidemment Monster Island, ça nous plaît parce que c'est rigolo, faut reconnaître, hein, honnêtement, je trouve que c'est un event qui est rigolo, qui peut être très sympa si vous avez une team un peu bavarde qui discute, voilà, ça peut être quelque chose de rigolo. À la fois, c'est accessible parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir forcément des gros decks. Pour faire ça, ça demande de l'organisation, ça demande une participation collective, évidemment, et bon, bah, si vous avez de gros decks, ça aide aussi, hein, on va pas se mentir, mais ça demande pas forcément d'avoir que des ultra gros decks pour arriver à faire de jolies choses. Donc Monster Island, l'événement, enfin la quête d'alliance, ça pour le coup, moi ça c'est quelque chose, à la base j'aimais pas trop ça, les quêtes d'alliance ou les événements de challenge, peu importe, bah, j'aimais pas trop ça tout simplement parce que je ne savais pas faire finalement. Alors je dis pas qu'aujourd'hui je suis une énorme eventers, on va pas se mentir, je fais des choses correctes mais qui sont pas bien loin de ce que certains peuvent faire, mais ce que je trouve intéressant c'est que finalement, ben, ça c'est vraiment l'endroit où vous pouvez faire des choses même en ayant un petit deck. Je pensais pas qu'on pouvait faire à tel point des choses, je savais qu'on pouvait faire de jolies choses. Moi je vois des gens qui sont arrivés chez nous qui n'avaient jamais fait d'événement, bah, au bout de deux quêtes d'alliance, ils étaient quasiment à 2,3 millions. Voilà, ça c'est juste parce qu'en fait ils ont appris à le faire, ils ont appris la technique, ils ont deux decks qui sont très corrects mais qui sont pas non plus ouf. Donc je me suis dit que voilà, c'était quand même très accessible, mais là où j'ai été assez scotché, nous c'est sur la dernière quête d'alliance, où pour le coup j'ai vu ce qu'un vrai très bon joueur peut faire. Là pour le coup ça faisait longtemps en fait, voire jamais peut-être, que j'avais été aussi impressionnée par un joueur. Et je me souviens très bien parce qu'en fait j'étais en train moi-même de pousser certains niveaux, où j'ai essayé de grappiller quelques milliers de points, tout ça, un peu laborieusement, voilà. Et j'ai vu, en fait, cette personne-là, je l'ai vu, en fait, dans les scores monter, comme ça, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'ai vu quelqu'un comme une fusée, qui était quand même loin derrière moi, arriver derrière moi, me dépasser, monter super haut, et ça, avec un deck que je qualifierais quand même de vraiment pas terrible, pas de Colin C2, honnêtement, un deck de petits chip to play avec vraiment des petits héros, encore une fois même pas de Colin C2, rien du tout, et je l'ai vu faire un truc de ouf, et avec surtout ce qui m'a impressionné, c'est même pas le score qu'il a atteint, c'est la facilité en fait avec laquelle, et la rapidité avec laquelle il est monté comme ça, vraiment mais comme une fusée, il s'y est mis, il est monté, bah, il m'a largement dépassé, et je pense qu'il aurait pu monter encore plus haut s'il avait mis un peu plus de temps et tout ça, mais bon, c'était pas la peine en l'occurrence. Et là, pour le coup, j'ai été assez scotché et je me suis dit que oui, s'il y a bien une chose où on peut faire de belles choses finalement avec un deck pas forcément de ouf, même vraiment plutôt très moyen, alors en l'occurrence, c'était vraiment pas un très joli deck, bah, c'était sur la quête d'alliance, et ça, pour le coup, je trouve ça extrêmement stimulant. Voilà, moi ce que j'aime c'est le challenge, mais le challenge personnel quoi, enfin arriver à faire avec ce qu'on a, arriver avec de la technique, arriver avec un peu de réflexion, arriver avec un peu
Au-delà de ça, sur l'Event Challenge, il y a aussi une part de talent, je pense, moi que je n'ai pas. Moi, c'est vraiment purement... Moi, je suis une laborieuse, mais par contre, je suis une acharnée. Lui, carrément, bon, ça se voyait qu'il y avait, au-delà de ça, je pense qu'il y a de ça aussi, mais il y a aussi un certain talent, à voir les combos, à voir certaines choses, voilà, que moi, il me faut 10 minutes pour arriver à avoir le même combo que cette personne-là peut voir probablement en 2 secondes. Mais voilà, ça m'a montré, en tout cas, que vraiment, sur ces événements-là, on pouvait faire quelque chose. Sur les mythiques, c'est un peu différent. Les mythiques, quand même, il y a une vraie différence qui se fait en fonction du deck. Maintenant, les top 100, honnêtement, sont très accessibles. Encore une fois, sur des équipes un peu médium comme la nôtre, avec des plus ou moins gros decks, vous pouvez quand même faire de jolies choses, enfin en tout cas un top 100 est accessible, le top 10 pour le coup il faut vraiment avoir tous les héros qu'il faut, les gobelins, Gastis, ce genre de choses, voilà, il faut quand même avoir un minimum même un gros minimum de deck. Le top 100 pour le coup lui il est beaucoup plus accessible. Je vais vous montrer du coup les tops qu'on a fait, voilà. Donc entre mai et juin, puisqu'il y avait les 3 événements, donc vous voyez sur Monster Island on a fini 23e parce que j'ai fait une énorme boulette. Je me suis plantée en fait en comptant les hordes, donc on pensait qu'on les avait tous trouvés, alors que ce n'était pas le cas, donc ce qui fait qu'on a loupé un repop de hordes, donc bon, honnêtement on aurait pu finir bien mieux que ça si je m'étais pas loupé, voilà, comme une bouse, faut dire les choses comme elles sont. Bon, ça arrive, hein, et puis en plus les stringiers sont gentils, donc bon, évidemment, ils me taquinent à outrance là-dessus, et ils ont bien raison, mais ils m'en ont pas voulu, et ça c'est plutôt très gentil de leur part. Vous voyez, la bataille des chevaliers, on a fini 14e, pour le coup, en plus, c'était vraiment chouette comme événement. Il y a un des joueurs qui est chez nous, qui est un joueur que j'apprécie, je sais pas s'il se reconnaîtra ou pas, peu importe, qui m'a fait un compliment qui m'a pour le coup assez touchée, déjà parce que c'était pas un compliment, enfin c'était pas présenté comme tel en tout cas, et parce que moi j'aime pas les compliments, je trouve qu'en général les compliments, c'est plutôt de la flatterie que du compliment, ça appelle plus à votre manque d'intelligence et à votre ego qu'à autre chose. En l'occurrence, il m'a dit une chose qui m'a fait vraiment plaisir, c'est qu'il m'a dit, sachant que c'est un gros joueur qui, bon lui, est régulièrement à jouer du top 10, et même voire même du top 1, et qui m'a dit une chose qui m'a fait extrêmement plaisir, et que j'ai pris comme un compliment pour la team, à savoir que ça faisait longtemps qu'il avait pas vibré comme ça. Et ça m'a fait très plaisir parce que je me suis rendu compte qu'effectivement c'était ça finalement qui me plaisait moi dans les événements de challenge, au-delà de l'aspect de se dépasser, au-delà de l'aspect voilà, d'arriver à faire quelque chose finalement avec un deck pas forcément hyper fort, enfin pas en misant en tout cas tout sur la CB, c'était aussi cet aspect collectif là, qui est que dans ces événements, si vous y arrivez en tout cas, avoir toute une team, avoir 30 personnes finalement qui se dépassent ensemble quoi. Je veux dire, sur l'événement d'alliance, enfin sur la quête d'alliance, bon chacun a ses points, ça peut être rigolo aussi de se poursuivre, de se taquiner en disant ah je suis dans toi, voilà, l'autre repasse dessus, il dit ah bah non c'est toi qui es derrière moi, enfin voilà, des choses comme ça honnêtement c'est sympa, et au-delà de ça, d'avoir ce vrai élan collectif, cette vraie émulation collective qui vraiment, quand il y a dit vibrer, je trouve que c'est assez ça, quand vous arrivez à avoir toute une team comme ça qui essaye de se dépasser en vue d'un objectif, bah franchement c'est plaisant. C'est très plaisant, c'est là où je trouve on retrouve en fait l'aspect collectif de ce jeu qui est joué un peu trop individuellement, je trouve, par un certain nombre de joueurs. Bah là, c'est sur ces événements d'alliance, y compris Monster Island, c'est la même chose. Un peu moins, je trouve, sur le mythique, que je trouve qu'il est un peu plus perso, finalement, on fait ses petites frappes. Bon, après, nous, on échange les équipes, on peut échanger des frappes, des choses comme ça, donc on peut rendre quand même les choses un peu plus collectives, mais on joue un peu plus dans son coin, alors que Monster Island, par définition, il faut jouer tous ensemble, et l'événement, et la quête d'alliance, bah, le fait qu'il y ait ces points-là, où on se poursuit un peu, tout ça, on se motive mutuellement, moi, en plus, ce que je fais, c'est que je fais des groupes à l'intérieur de l'équipe, au sein de la quête d'alliance, pour ajouter un peu de concours interne et de challenge interne, et puis de rigolade aussi à tout ça, bah, fait qu'il y a un vrai mouvement collectif qui est aussi très plaisant. Et donc après sur le mythique, les mythiques on a fini 18ème, alors là pour le coup j'étais assez étonnée. Alors c'était le violet, alors c'est le petit mythique violet, il a pour particularité d'être plus technique, il est assez embêtant à jouer, mais d'un autre côté il est aussi beaucoup plus accessible quand vous n'avez pas forcément de gros decks, sous réserve évidemment que au niveau technique ça marche aussi, pour le coup je pensais pas parce que j'ai demandé 4 à 6 grosses frappes par personne, en fait d'habitude j'en demande 3 frappes, grosses frappes, quand j'entends grosse frappe c'est frappe avec des gros items, à savoir évidemment le trio minimal, à savoir parchemin d'altération, ouragan et
tornade, et puis après le quatrième, bon, bah, ça dépend de votre équipe, ça dépend aussi du mythique. Donc j'ai demandé, d'habitude je demande 3, ça permet d'être dans le top 100. Sur le violet, j'étais pas hyper sereine, parce que niveau de technique mythique, je savais pas trop où on en était, donc j'ai demandé 4 à 6 pour, voilà, en fonction des possibilités de chacun, de faire 4 à 6 grosses frappes, et après chacun, évidemment de faire toutes les frappes, mais les autres frappes, chacun les faisait comme il voulait, avec gros items ou pas gros items, en fonction de ses stocks, en fonction de ses envies, en fonction de tout ce qu'il voulait. Et donc j'étais assez étonnée qu'on arrive quand même à monter 18ème, honnêtement, je trouve que c'est joli. On ne fera clairement pas ça sur les autres couleurs, soyons très clairs, parce qu'on n'a pas les decks pour, mais sur le violet, j'étais plutôt surprise, ça veut dire que finalement notre technique, elle est quand même pas si... globale, j'entends évidemment, elle est pas si mauvaise que ça, même si on a encore beaucoup de choses à perfectionner. Mais du coup, c'était plutôt sympa. Bon, après, il faut être réaliste. Nous, nos prochains objectifs, ça va être d'essayer sur Monster Island et sur la bataille des chevaliers de passer sur du top 10. Bon, c'est des objectifs, on va dire, ambitieux, hein, on en est bien conscient. Je sais pas si on y arrivera du premier coup, peut-être pas. On verra, en tout cas, on fera en sorte de s'en donner les moyens. On les fera pas à chaque fois, Monster Island peut-être, je sais pas encore, l'événement d'Alliance on fera pas à chaque fois, je pense qu'on alternera entre du top 100 où on va économiser des items, et du top 10 où on va vraiment se donner à fond pour essayer de rentrer dedans. Là par exemple sur la prochaine quête d'Alliance, on ne tentera pas le top 10 parce qu'au niveau item on n'est pas encore, on n'a pas ce qu'il faut, donc on va recharger gentiment, faire un top 100 gentiment, et puis après peut-être essayer le top, pas peut-être, probablement même, parce que j'en ai assez envie quand même, tenter un top 10, voilà, ça c'est des challenges qui sont compliqués, qui vont être compliqués à remplir, hein. Encore une fois je garantis pas du tout qu'on y arrive, mais qui sont plutôt très motivants et qui nous permettent de donner envie encore et de rester sur le jeu là où les GDA sont plutôt frustrantes. Je trouve que focaliser là-dessus, bah, ça a été un peu l'optique qu'on a trouvée, sachant que du coup ce qu'on a décidé également en parallèle, finalement, enfin en complément de ça, à savoir focaliser d'une part sur les événements, un peu au détriment du reste, et du coup, également de baisser notre nombre de membres, volontairement. Pourquoi baisser le nombre de membres? Vous voyez, c'est ça. Bah parce qu'en fait, je me suis rendu compte d'une chose sur les événements, c'est que bah, moi il y a des joueurs que j'aime bien, au-delà de ça fait longtemps que je suis sur le jeu maintenant, il y a des joueurs que j'apprécie, qui jouent pas forcément chez moi, ou qui jouent pas du reste du tout chez moi, et qui font soit jouent ailleurs, mais pas forcément sur du top 100, et qui du coup peuvent mercoter du coup au moment des événements, ça peut être le cas d'anciens stringués, voilà, qui du coup, eux ça les intéresse pas de jouer à fond tout le temps, tous les événements tout le temps, machin, parce que c'est vrai que ça peut être quand même fatigant. Par contre, ils aiment bien mercoter de temps en temps, ils disent ah bah tu sais, moi par exemple, je sais pas, moi j'aime bien la Monster Island, je vais venir pour Monster Island, ah bah moi j'aime bien la quête d'Alliance, je vais venir pour la quête d'Alliance. Il y a d'autres gros joueurs que je connais aussi, qui ont tout simplement pas envie en fait de jouer en Alliance tout le temps, ou alors ils jouent dans une petite Alliance où ils ont aussi des copains avec qui ils jouent, et par contre pour les événements ils ont envie de se challenger davantage. Ça peut être des gens qui parfois vont tenter des gros tops, et qui parfois vont jouer à un niveau plus raisonnable avec nous. Donc voilà, baisser le nombre de membres, en fait, ça permet d'avoir... Alors, on va voir à combien on va stabiliser, je sais pas encore, moi je pensais quelque chose comme 25, pour avoir en fait des places de merco pour les événements d'Alliance, qui pour le coup seront des places volontaires, qui seront laissées en fait pour permettre aux copains de passer, s'ils ont envie de faire les événements avec nous, et pour découvrir aussi de nouvelles personnes, parce que la difficulté qu'on a finalement, c'est que on a tendance à jouer un peu toujours avec les mêmes. Et là, ça permettra à des gens du coup de venir, de faire s'ils ont envie de... Encore une fois, si vous êtes dans une équipe par exemple qui ne joue pas le top 100 et que vous avez envie de le faire, voyez évidemment avec votre dirigeant, hein, vous barrez pas comme ça à l'improviste, ça se fait pas, hein, on voit avec son dirigeant s'il est ok pour ça ou pas. Voilà, si vous avez envie, si par hasard vous jouez le top 100 et qu'un jour on essaye le top 10 et que vous vous dites bah là j'ai vraiment envie de me mettre un gros challenge, bah, pareil, vous en parlez avec votre dirigeant et puis éventuellement vous pouvez nous rejoindre, voilà, ça laisse de la place aussi au merco, avec comme envie aussi de, alors, je dis pas qu'au niveau technique on est ultra opérationnel, mais de partager un petit peu, voilà, moi j'aime bien aussi, autant sur les bases du jeu ça commence un peu à répéter de 50 fois les mêmes choses, j'avoue que je commence à être un peu lassée, autant sur les événements où on est vraiment sur du perfectionnement de team, apprendre de nouvelles choses, d'ailleurs j'ai appris récemment des choses, encore une fois grâce toujours à ce même joueur qui m'a impressionné, de nouvelles choses sur les événements d'Alliance que je ne savais pas niveau scoring, et qui m'ont, voilà, je trouve ça hyper intéressant d'apprendre encore de nouvelles choses, et c'est aussi l'occasion du coup de les partager ces choses là finalement avec des gens qui peuvent venir ponctuellement, voilà, s'ils ont envie, juste pour ça. Donc du coup on est devenu en fait, notre objectif on va dire, on va voir si on y arrive du reste, c'est de devenir en fait une team un peu réservée finalement aux events,
avec des places de dispo pour qui veut bien, donc voilà. D'ailleurs, si vous le souhaitez, il nous reste encore quelques places pour l'événement d'Alliance, donc du 17 juillet. Ce coup-ci, on tentera un top 100, donc ça peut être l'occasion, par exemple, si vous savez faire des quêtes d'Alliance, mais que vous n'êtes pas non plus les top du top de l'Eventers, bah, de venir pour essayer de peaufiner un petit peu votre technique. On a déjà quelques joueurs qui vont nous rejoindre comme ça. Donc voilà, si vous avez envie, n'hésitez pas. Si sinon le concept, finalement, parce que jouer aussi à un peu moins, ça, on va pas se mentir, ça facilite aussi la gestion, donc ça pour le coup c'est quelque chose de purement égoïste de mon côté, c'est que du coup, bah, niveau GDA, tout ça c'est quand même beaucoup, ça va être plus simple puisqu'on va passer notamment en, ce qu'on appelle en FFA, donc en frappe libre, on n'aura plus d'horaire, tout ça, même si on essaye évidemment de faire au mieux pour l'équipe comme toujours, donc on va soulager la gestion à ce niveau-là, être un peu moins aussi, ça facilite les titans, et je pense que tous les dires qui peuvent écouter cette vidéo doivent se dire « Oh mon dieu, c'est vrai que les titans c'est l'horreur, ils sont trop petits ces titans, donc du coup on est obligé de limiter les frappes, parfois il y a des boulettes, certains qui respectent pas, alors après certains dépassent un petit peu, ça peut arriver, ça c'est pas le problème, il y en a certains qui respectent rien du tout, voilà, être aussi un petit peu moins, on est un peu plus tranquille sur les titans, et ça on va pas se mentir, c'est sympa, enfin voilà, moi j'ai envie en fait, à mon âge avancé de joueuse, de passer sur, comment dirais-je, un mode de jeu où la gestion déjà prend un peu moins de place, parce que mine de rien, quand vous êtes dirigeant et que vous tentez des tops, ben c'est du boulot, contrairement à ce que certains peuvent croire, c'est du boulot. Et en même temps me focaliser sur ce que j'aime, donc au quotidien, grosso modo, avoir une gestion plus légère, voilà, plutôt tranquille, et après me challenger, et puis partager plus, et faire plus de choses finalement pour les événements, que ce soit de la préparation d'équipe, que ce soit partager des vidéos, des choses comme ça, voilà, pour qu'on se perfectionne et qu'on progresse collectivement, et puis arriver à faire de jolies choses, encore une fois. Bon, les top 10, je sais pas si on y arrivera. Je pense sincèrement que si je le dis, c'est que je pense que c'est à notre portée. Après, moi, je suis toujours quelqu'un de pessimiste. Hein. En général, je propose un top 100 et on fait un top 25 ou un top 20. Bon, là, j'ai envie qu'on tente des top 10. On verra encore une fois. Je peux pas garantir à 100%, et moi, je vends pas de rêve, en fait, aux joueurs qui peuvent nous rejoindre. Mais voilà, si vous êtes motivé par vous dépasser, et arriver à faire des choses que vous ne pensiez pas possibles, parce que moi très sincèrement je pensais jamais qu'on arriverait à ce niveau-là, bah voilà, c'est l'occasion voilà, faut juste en fait avoir l'envie finalement et l'implication pour, et ça demande pas tant de temps que ça, puisque c'est que finalement pour les événements. Donc voilà, effectivement la queue, il faut que vous ayez des équipes qui soient optimales, mais ça on vous aidera, au profil de la technique. Bon, l'événement d'Alliance ça prend un peu de temps parce qu'il faut relancer les niveaux, mais pas tant que ça si vous finalement vous quittez. Bon, Monster Island, c'est de la présence au bon moment, honnêtement, je trouve même pas que ça prenne... Enfin, pour ceux qui dirigent, oui, à jouer, je pense pas que ça prenne tant de temps que ça. Donc voilà, je trouve que c'est des bons moments, et puis par contre, sur les mythiques, on restera tranquille sur des top 100, qu'on fera en mode ce que j'appelle moi économie d'item, à savoir que je demanderai, je pense, maintenant sur chaque mythique, 3 grosses frappes par personne, et le reste après, des frappes faites, évidemment les 12 frappes faites, mais à petits objets tranquillou, voilà, juste pour faire un petit top 100 sans trop se fatiguer, et sans trop dépenser non plus d'items. Et j'en reviens du coup au thème de la vidéo d'aujourd'hui, qui va être en fait réservé à quelque chose qui je trouve est trop méconnu s'agissant des événements et qui est pourtant fondamental, c'est la gestion des ressources, parce que c'est bien de faire des événements comme ça, c'est bien de perfer, mais on peut vite se retrouver à court de ressources, et savoir gérer ces ressources, c'est ce qui vous permet finalement de, comment dirais-je, de tenir sur les événements justement de manière un peu régulière, quitte parfois à passer sur du top 10, parfois sur du top 100, vous pouvez aussi varier vos objectifs pour vous préserver aussi un peu et pas être toujours à fond, mais également pour mieux gérer vos ressources. Mais au-delà de ça, il y a une gestion des ressources que chacun doit faire individuellement et qui est particulièrement importante si vous voulez faire des événements. Alors un peu moins si vous voulez les faire que ponctuellement, un peu plus si vous voulez les faire régulièrement, et ça c'est très important. Donc pour les événements, il y a en fait 3 types de ressources qui sont utiles pour les événements de team. C'est d'une part les objets de combat mythiques, d'autre part les objets de combat, qui sont notamment pour la quête d'alliance, et d'autre part, ce qu'on oublie un peu trop, c'est également les flacons mondes, qui sont également pour la quête d'alliance. Ça, en fait, ce sont les 3 ressources sensibles. Alors pour les objets de combat, en fait, principalement ce sont les haches, ce sont les 3 types de mana, les petites, moyennes et grosses mana, les haches, les flèches, les attaques à la bombe et les attaques dragon, puisque ce sont celles qu'on utilise pour les événements, l'événement d'alliance, et puis pour les event challenge de manière globale. Donc ça, ce sont les objets de combat qui sont un peu sensibles, les objets de combat mythiques, et donc les popomondes. On va essayer de voir pour chacun de ces objets, finalement, où les trouver, comment en faire, comment les avoir, etc., etc., et comment, finalement, arriver à garder un stock. Vous voyez, moi, je vais vous montrer mes stocks. Par exemple, d'objets de combat.
Objet de combat, vous voyez, bon, mes stocks de... Ça, pour le coup, ils sont jamais très hauts, mes stocks pour les titans mythiques, parce que, ben, je vais vous expliquer pourquoi, mais ça passe quand même plutôt par de l'argent. Sinon, vous voyez, là, c'est mes stocks, mes objets de combat, donc vous voyez, je suis plutôt quand même très à l'aise niveau objets de combat. Étant précisé que quand il y a un événement d'alliance, une quête d'alliance, en général, je suis quasiment jamais en dessous de 2,3 millions, ça peut arriver si je joue un peu plus chill, d'être à 2,25 millions par exemple. Donc du coup, vous pouvez quand même faire des jolis scores tout en maintenant, encore une fois, vos stocks, hein, sachant qu'en matériaux de fabrication, il me semble pas que je sois très bas non plus. Vous voyez, j'ai quand même encore de quoi faire. Voilà. Vous avez donc ces ressources-là. Si vous savez bien gérer vos ressources, c'est ce qui vous permettra en fait de faire des événements, de vous faire plaisir, sans pour autant avoir l'impression de tirer la langue tout le temps. Alors, on va commencer par les objets mythiques, parce que finalement, c'est les plus difficiles à avoir. Donc, encore une fois, les objets mythiques, pour moi, c'est les ouragans. Hop, on va passer là-dessus. Vous voyez, donc, les ouragans, les parchemins d'altération, les tornades, alors qui sont un petit peu particulières, je les mets de côté, parce que les tornades, je les mets avec les objets de combat, parce qu'en fait, on les obtient pas de la même façon. Donc, on va dire ouragan, parchemin d'altération, éventuellement bannière titan. Alors, la question, c'est toujours pareil, où est-ce qu'on va trouver les objets eux-mêmes, ou les matériaux pour les fabriquer? Bon, la première, évidemment, source d'objets, notamment de matériaux de fabrication pour ce type d'objet-là, bah, ça va être les titans classiques. Évidemment, sur chaque titan, il faut impérativement que vous mettiez au moins un palier de harpon. Après, la question entre 1 et 2 paliers de harpon se pose. Bon, moi, personnellement, je trouve pas ça forcément... Bravo, merci. Je trouve pas ça forcément super intéressant. Pourquoi? Parce que vous voyez, c'est 20 harpons, d'ailleurs ils ont dépassé, bon peu importe, pour avoir donc, vos objets. Si vous passez à 52, donc vous mettez 32 harpons de plus, vous avez seulement 2 bouts de titan en plus. Donc 32 harpons pour 2 bouts de titan en plus par personne, évidemment. Je suis pas certaine que ce soit extrêmement intéressant. Moi, je trouve que le palier 1, c'est le plus rentable. De mémoire, alors, je me souviens plus, j'avais fait tout un épisode là-dessus, je crois que ça doit être 5 bouts, si je dis pas de bêtises, 5 bouts de titan, ouais, je suis plus très sûre, pour être honnête. Lorsque vous êtes sur du 14, j'entends, et sur le palier 1. Donc c'est là où vous allez pouvoir notamment looter ce qui vous permet de fabriquer des parchemins d'altération et des ouragans, à savoir des crânes et des cœurs. C'est évidemment la première source. La deuxième source, qui est trop oubliée, je trouve, et qui du reste est un bâtiment qui est beaucoup trop sous-estimé, et qui pour moi est fondamental, c'est le laboratoire alchimique. Comment est-ce que vous allez pouvoir avoir notamment des objets en fait titans sur le laboratoire alchimique? Ben, c'est très simple. Alors là j'en ai pas en stock. C'est pas de bol, je suis pas très loin. Bon bref, j'avais pas préparé ça, j'avoue. C'est tout simplement lorsque vous allez combiner les alkéclats, c'est pas indiqué, bon, peu importe. Lorsque vous allez en fait arriver à 1000 alkéclats, vous allez avoir le choix entre 6 objets différents qui sont toujours du même type. 2 objets, c'est des matériaux de fabrication. Vous allez les avoir en haut, des matériaux d'évolution, pardon, vous allez les avoir en haut. C'est là où parfois vous arrivez à avoir un mat d'évolution 4 étoiles, type télescope, lame de Damas ou autre. En dessous, vous avez toujours 2 types d'emblèmes différents, donc de 30 emblèmes de 2 types différents au choix. Et la dernière ligne, qui est souvent peu regardée finalement, parce qu'en général, les gens regardent toujours les emblèmes pour voir ceux qui leur manquent, et regardent voir s'ils ont un matériau de fabrication 4 étoiles, mais on oublie trop souvent que les 2 des objets en bas, qui sont donc la dernière ligne, et bien en fait, ce sont 2 objets du pavillon de chasse. Et dessus, vous pouvez avoir, non pas souvent, mais vous pouvez avoir régulièrement, en fait, 5 ouragans, ou 5 parchemins d'altération. Et ça, c'est vraiment top, notamment lorsque vous êtes free-to-play. Moi, c'est ce qui me permet notamment de faire 3 grosses frappes sur Titan, et de tenir le rythme sur Titan mythique, et de tenir le rythme de tous les 2 mois, en fait. Grâce à ça, j'ai suffisamment, en fait, d'items, ça, plus éventuellement les crânes, mais on n'en loot pas tant que ça, hein, des crânes et des cœurs. Et surtout qu'en plus, il faut également des... Comment ça s'appelle? Un autre objet qui finit vite à manquer chez les matériaux de titan, c'est les coquilles. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Hop, que je regarde ça. Matériaux de fabrication... Vous voyez, j'ai 13 cœurs, 12 crânes, ce qui est pas ouf, hein, on va pas se mentir. Ce qui manque également beaucoup, c'est ces carapaces de titan, parce qu'en fait, vous en utilisez 4, je crois, pour fabriquer notamment des ouragans, si je dis pas de bêtises, donc ça part aussi très très vite. Donc du coup, honnêtement, ce que vous allez looter sur les titans, ça vous permettra pas de faire 3 grosses frappes tous les 2 mois, soyons très clairs. Par contre, avec le laboratoire alchimique, encore une fois, moi ça peut m'arriver d'avoir des longues périodes où j'ai rien du tout, et d'avoir par exemple 2 fois
fois d'affilée 5 parchemins d'altération. Bah, honnêtement, quand vous avez 5 parchemins, mine de rien, c'est une frappe. 5 ouragans, idem. Donc c'est plutôt très intéressant. Donc faites bien attention à votre laboratoire alchimique. Déjà, faites votre laboratoire alchimique. Et faites attention lorsque vous faites les transformations à toujours regarder, enfin les combinaisons d'Alkekla, à toujours vérifier la dernière ligne, voir si vous avez des ouragans ou des parchemins d'altération et qu'encore une fois vous ne mettez pas beaucoup d'argent dans le jeu et que donc vous en achetez pas par ailleurs, bah, prenez-les en fait. Moi maintenant, entre 30 emblèmes et 5 parchemins d'altération, pour moi le choix est assez vite fait. Les emblèmes, je trouve qu'on en loot pas mal, notamment en vision mystique. Entre autres, vous avez les tours, vous avez tout plein de choses, où on en loot quand même maintenant, je trouve, pas mal. Les objets mythiques, c'est les plus compliqués, je trouve, à avoir. Donc vraiment, si vous en avez lorsque vous combinez les Alkekla, ben en fait, sautez dessus. Parce que sinon, après, effectivement, vous pouvez les avoir dans les offres payantes. D'ailleurs, ça a changé là-dessus, puisqu'avant, sur notamment la Voie des Géants, vous pouviez avoir 30 parchemins d'altération. Il me semble que c'était toujours 30 parchemins, mais peut-être que c'était une fois parchemin, une fois ouragan, je sais pas, parce que je l'apprends pas. Ça, c'est fini, ça n'existe plus, notamment. Vous ne pouvez plus maintenant avoir ces fameux objets mythiques dans la Voie des Géants payante, ce que vous aviez avant, parce que la Voie des Géants a bien changé. Vous avez dû vous en rendre compte, comme la Voie du Courage également. Donc voilà, vous pouvez également les avoir via les offres payantes. Vous avez évidemment celle spéciale mythique, où vous achetez 5, je sais plus ce que vous achetez d'ailleurs, 5 parchemins, 5 ouragans, peut-être 5 bannières titans, et chacun des membres de votre alliance en a un, donc vous pouvez en looter comme ça. Voilà, je pense que dans les grosses équipes, ils doivent peut-être prendre tous l'offre, et du coup ça vous permet, bah, mine de rien, si vous êtes 30 et que chacun prend l'offre, ça va, et sachant qu'il y a 2 offres par personne, ça peut vous en faire 10, plus 29 x 2, voilà, vous pouvez avoir finalement, en prenant, si tout le monde prend l'offre 2 fois, mais ça coûte mine de rien, je sais plus combien ça coûte, 6 € peut-être, quelque chose comme ça, ça coûte 12 € juste pour ça, vous pouvez effectivement faire des frappes full item sur Mythique. Je pense qu'au niveau des grosses équipes, c'est probablement ce qu'ils font, je ne sais pas, je n'y suis jamais allée, mais je suppose. Bon, nous on prend assez peu d'offres sur Mythique, certains en prennent, mais c'est plutôt rare. À une époque, on en avait un certain nombre, et puis en fait, ça a diminué, je suppose lié en fait au fait qu'il y avait maintenant des objets de combat mythiques sur la Voie des Géants. Maintenant que ça sera plus le cas, je sais pas ce que ça va donner, on verra. Mais voilà, sinon, effectivement, vous avez donc les crânes et les cœurs que vous pouvez looter sur les titans, le laboratoire alchimique, très important, j'insiste, j'arrête pas d'insister là-dessus, mais parce que je trouve que c'est vraiment le bâtiment que tout le monde oublie, et qui pourtant, pour moi, est vraiment fondamental, notamment sur la gestion des ressources, j'y reviendrai. Donc vous pouvez, lorsque vous combinez les Alkekla, encore une fois, avoir 5 ouragans ou 5 parchemins d'altération à prendre. Les offres payantes, évidemment, alors là-dessus, je ne saurais pas vous dire lesquelles sont les meilleures, pour être tout à fait honnête, puisque je suis nulle, en fait, en offres payantes. Et après, autre chose qu'on oublie, finalement, pour avoir des parchemins et des ouragans d'altération, une chose qui est très importante, c'est tout simplement les économiser. C'est des objets qu'on doit utiliser uniquement et exclusivement si vous êtes en nombre limité, c'est-à-dire si vous ne payez pas beaucoup, sur Mythique et nulle part ailleurs. Après, si vous débordez d'objets parce que vous prenez beaucoup d'offres, évidemment, vous allez pouvoir, si vous voulez scorer sur les tours ou des choses comme ça, vous pouvez en utiliser. Je trouve ça affreusement cher, moi, pour là-dessus. Mais bon, du coup, si vous investissez beaucoup dans le jeu, je suppose que vous pouvez être en excédent. Bon, si c'est pas le cas et si vous investissez pas vraiment beaucoup dans le jeu, clairement, ce sont des objets qui sont un peu sensibles, et donc du coup, les économiser, finalement, c'est la première façon d'en avoir en stock. Ça paraît tout bête, dit comme ça, et pourtant c'est ce que beaucoup oublient. Moi, quand je vois des gens qui utilisent ces objets-là sur les titans classiques, je comprends plus. Les 14, déjà, on a du mal à les maintenir en vie suffisamment longtemps pour que les gens puissent taper dessus, enfin, pour que le maximum de personnes puissent taper dessus. C'est pas pour mettre des objets mythiques dessus, que le titan soit rare ou pas, peu importe, en fait. Donc surtout, vous gardez, sauf encore une fois, ce que vous investissiez beaucoup dans le jeu, mais sinon, réservez ces objets exclusivement pour mythique. Maintenant, on va voir les objets de combat pour les événements d'alliance. Alors, les objets de combat pour les événements d'alliance, comme je vous l'ai dit, hop, on va repartir dans mon inventaire, tac, combat, c'est quoi? Ça va être les super potions de mana, ça va être les potions de mana tout court, les potions de mana mineures, les flèches, les haches, les bombes et les attaques dragons. Alors ce qui est assez rigolo sur ces objets-là, c'est qu'en fait, là où vous allez avoir des carences, ça dépend vraiment beaucoup des gens. Certains vont manquer de petites popos, beaucoup manquent des objets pour fabriquer notamment des potions moyennes de mana, donc les poudres, je sais plus comment ça s'appelle, attendez, les noms des matériaux je les connais pas, par cœur en tout cas.
Il y a le bois dur qui est souvent un peu en manque, les racines de minuit qui peuvent manquer, les poussières de grimoire. Également, en général, c'est ces 3 objets-là qui manquent beaucoup, et certains manquent également de grands os et de bandes de cuir qui servent notamment à fabriquer les petites de mana, et aussi le fer brut qui peut manquer pour fabriquer les flèches, notamment, et aussi, il me semble, les tornades, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc ça ce sont les matériaux et les objets, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Donc où trouver ces objets? Ben, la première chose en fait à faire, je sais que c'est pénible, je sais qu'on n'en a pas forcément tous envie de le faire, mais c'est indispensable en fait si vous voulez jouer, en tout cas si vous voulez faire les événements, ça va être le farming, notamment le farming sur les saisons, en priorité évidemment sur les essors, et en top priorité sur l'essor Atlantide. Pourquoi particulièrement sur l'essor Atlantide plutôt que sur les essors finalement saison 3, 4 et 5 où on peut se dire bah c'est les saisons plus élevées alors c'est plus intéressant? Non, c'est pas plus intéressant parce qu'en fait Atlantide a une particularité qui lui est propre, c'est que les ressources qu'on farm sont doublées. Donc même si sur les autres sur les autres saisons, les autres essors plutôt de saison, eh ben c'est des saisons plus élevées, il n'en reste pas moins que c'est sur Atlantide en fait où vous allez farmer un max de ressources. Donc ça veut dire quoi? Vous avez 2 possibilités pour farmer. Donc, vous pouvez farmer à coup à la main, ce que j'appelle moi à la mano, c'est-à-dire en automatique, avec maintenant une possibilité qui existe que je trouve intéressante, alors je la prends pas, mais pour le coup je la trouve assez intéressante, à savoir ce VIP gain de temps, qui on va pas se mentir, à chaque Atlantide me fait de l'œil, moi je résiste, mais bon, qui vous permet de débloquer le combat rapide. Je sais pas si, moi je l'utilise notamment, vous voyez, sur la version gratuite, puisque vous pouvez avoir 10 minutes gratuites par jour, enfin toutes les 24 heures. Honnêtement, quand vous voyez la vitesse à laquelle ça va, c'est extrêmement tentant de le prendre à Atlantide, parce que du coup, forcément, le farm à la main, le farm en auto, c'est vraiment le plus rentable. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez farmer à coup de ticket, bah, vous allez plutôt faire des niveaux avec, du coup, comment dirais-je? En général, pour Atlantide, vous faites... Hop, on va partir dessus. Non, on va pas partir sur ça, on s'en fiche. On va partir là-dessus. Sur Atlantide, vous faites le 27-2. Le 27-9, pardon. Voilà, en général, c'est celui-ci qu'on conseille lorsqu'on farme à coup de ticket. Pourquoi? Parce qu'il coûte beaucoup d'énergie, enfin un certain nombre d'énergie, il rapporte beaucoup en jambon, et c'est le niveau, grosso modo, quasiment le plus élevé, et en plus, il rapporte beaucoup en jambon. Donc du coup, quand on farme à coup de ticket, on farme en fait, en difficile évidemment, on farme en fait des niveaux qui coûtent pas mal d'XP, parce que ça permet en fait d'avoir un max de ressources en utilisant un minimum de tickets. Mais du coup, c'est pas l'idéal pour farmer, puisque ce qui est plus rentable en fait, c'est de farmer notamment les niveaux à 3 énergies, où vous allez trouver un max de choses. Moi par exemple, sur la saison 2, je fais le 1-2, parce que moi pour le coup, ma ressource la plus sensible, ce sont les sacs à dos, puisque j'ai 2 camps 2 qui tournent en parallèle. Donc ça, pour moi, c'est ma ressource sensible. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les niveaux les plus intéressants à farmer, ce sont les niveaux notamment à 3 énergies. Après, vous choisissez votre niveau en fonction finalement de la ressource qui vous manque. Pour ça, comment savoir où farmer? Hop, on va y repartir là-dessus. Ça, on s'en fiche du coup. Moi, j'utilise 2 choses. Pour les sorts d'Atlantide, j'utilise ce document-là, qui est en fait, finalement un résumé des tableaux de Barry, qui, alors vous voyez, c'est assez vieux, hein, marqué juin 2019, mais bon, j'ai pas vu d'évolution notable, et que je trouve qui est vraiment plutôt très juste, parce qu'en fait, Barry avait fait quelque chose, un travail, enfin Barry, et je suppose un certain nombre de joueurs qui travaillaient avec lui, évidemment, avaient fait un travail colossal, c'est-à-dire un travail de statistique énorme, c'est-à-dire sur chaque niveau, ils avaient fait, je crois, des milliers de niveaux, par exemple, je sais pas, de milliers de fois 1-1, pour faire en fait des statistiques sur ce que vous pouvez trouver sur le niveau 1-1, des milliers de fois le niveau 1-2, pour voir ce que vous pouviez du coup trouver en moyenne sur le niveau 1-2, etc., etc., pour en déduire du coup, grâce à ces échantillons statistiques extrêmement larges, ben en fait en faire un tableau extrêmement juste niveau ressources. Actuellement, il y a des tableaux qui traînent sur les saisons, pareil, sur les sortes saison 3, 4 et 5. Alors, encore une fois, je vais pas vous dire qu'ils sont mauvais parce que j'ai pas fait des statistiques de mon côté, parce que j'avais fait du reste sur la saison 2 de mémoire. J'ai pas fait ce même travail pour la saison 3, 4 et 5. Je trouve que ces tableaux, ça reste de l'impression, parce qu'encore une fois, si vous ne faites pas un vrai travail, entre guillemets, scientifique, à savoir avec de vraies statistiques, de vrais échantillons statistiques, ça reste finalement de l'impression. Moi, ils me convainquent pas trop ces tableaux, donc je les utilise pas, pour être tout à fait honnête avec vous. Parce que je les trouve plutôt faux, mais encore une fois, ça reste une impression très personnelle,
et je pense que derrière il doit y avoir des gens qui ont fait des vraies stats, mais je ne sais pas à quelle hauteur de stats, c'est-à-dire, parce que forcément si vous avez un échantillon de 100 ou un échantillon de 1000, ben, la précision de la statistique est pas la même. Donc du coup, moi je suis pas hyper fan de ces tableaux, j'utilise en fait ça, à savoir les trucs de Hemdall, où on trouve en fait en fonction, alors c'est pas pendant les essors, c'est de manière globale, mais du coup j'extrapole un peu pour les essors, grosso modo j'utilise à peu près les mêmes niveaux, les essors hors saison 2 évidemment, donc pour 3, 4, 5 j'utilise ces trucs-là. Est-ce que j'en ai d'autres? Non, je vous en ai mis que 2 pour exemple. Voilà, moi j'utilise plutôt ça. Je suis pas hyper fan des tableaux ressources qu'on trouve pour les essors saison 3, 4, 5. Encore une fois, je critique pas parce que je n'ai pas fait de... Ça reste de l'impression de ma part, mais du coup, moi je préfère utiliser ces tableaux de farming que je trouve plus intéressants. Voilà. Donc du coup, n'hésitez pas, encore une fois, ce qu'il faut faire en fait régulièrement, c'est contrôler en fait l'état de ces ressources. Vous faites ce que je viens de faire, c'est-à-dire vous allez dans votre inventaire, tout simplement, et il faut regarder, ben voilà, mes objets de combat, ils en sont où, et surtout mes matériaux de fabrication en sont où. Et là, vous voyez en fait les matériaux qui vous manquent. Et si vous voyez que vous tombez quand même à court d'un certain nombre de matériaux, vous voyez, par exemple, moi là, je me dis que, bon, fer brut, j'en ai encore quand même un certain nombre, mais finalement, comparativement, bah, c'est pas là où je suis le mieux. J'ai aussi poussière de grimoire, mais le fer brut, j'en consomme davantage, notamment à cause des tornades, même si j'en utilise pas beaucoup, mais bon, en tout cas, c'est 4, je crois, de mémoire pour chaque tornade. Donc, vous voyez, je vois par exemple que mes ressources qui sont les plus sensibles actuellement sont le fer brut et sont la poussière de grimoire. Pour l'instant, c'est pas suffisamment sensible pour moi pour que je m'y mette, mais par exemple, si j'arrive en dessous de 2000 ou en dessous de 1000, je sais pas encore une fois à quel moment je vais m'alerter, je vais me dire que ça va être en fait là-dessus que je vais devoir focaliser. Et du coup, sur chaque essor, et bien en fait, je vais me mettre sur le niveau qui correspond en fait à ces ressources-là. Ça, c'est un petit travail que, bon, qui est pas fou non plus à faire, hein, mais que voilà. Il faut que vous vérifiez tout simplement l'état de vos stocks pour anticiper notamment les manques que vous allez avoir. Parce que par contre, quand vous êtes à 0,0, là, c'est vachement plus difficile de remonter la pente. Alors que si vous anticipez quand vous êtes à 1000, admettons, bah, vous allez avoir le temps de farmer pour reconstituer gentiment vos stocks et doucement, et du coup ne jamais en manquer. Alors que si vous attendez d'être à sec pour dire « Oh mince, je suis à sec !» bah du coup, ça va prendre évidemment beaucoup plus de temps, et surtout vous allez avoir une période où bah, vous allez être un peu en galère, où vous allez manquer d'un type d'objet, ce qui est dommage. Donc encore une fois, aussi une bonne gestion des ressources, c'est une anticipation. On regarde un peu sur quoi on manque, et au moment des essors, du coup on focalise dessus. Voilà. Donc moi pour l'instant, encore une fois, sur chacun des essors, je focalise sur les sacs à dos, parce que c'est ma ressource la plus sensible. Hop, alors pour le coup c'est un matériau d'évolution, mais... Hop, voilà. Je suis à 152 kits d'aventurier, donc vous voyez, c'est pas fifou. Donc c'est pour ça que je focalise dessus pour l'instant, pour faire tourner mes camps. Si jamais je manque d'une autre ressource, bah au pire, tant pis, je mettrai un camp en camp 11. Et puis sur le reste, du coup, je passerai, voilà, j'aurai 2 camps 11 et un camp 2 plutôt d'avoir 2 camps 2. C'est un peu moins bien pour monter des héros, mais en même temps, de toute façon, c'est pas comme si j'en avais des masses à monter. Donc voilà, c'est ce que je pense que je ferai le cas échéant, si je vois que mes stocks descendent trop bas. Donc la première façon pour les trouver des objets, des matériaux de fabrication, c'est le farming, évidemment, ça paraît évident, mais voilà. Je trouve qu'il y a trop peu de gens, en fait, qui farment sur Atlantide. Et notamment, sur Atlantide, pour moi, c'est l'endroit où il faut réserver vos popomondes. N'utilisez pas, si vous voulez faire, en tout cas, des événements, faut arrêter d'utiliser des popomondes pour faire des quêtes. Moi, je vois des gens qui, le premier jour, en fait, où sort, par exemple, je sais pas, ben là, on a l'événement saisonnier de la plage, et qui, du coup, dès le premier jour, ont directement le nouvel avatar. Bon, c'est vrai, c'est rigolo, tout ça, on est sympa, on se met en requin, c'est rigolo. Bon, très bien, mais il faut que vous ayez quand même un paquet de popomondes en stock pour faire ça. Sinon, vous allez en manquer. Garder vos popomondes pour le farm. C'est vraiment la priorité sur le jeu. Le reste, honnêtement, avoir un avatar, vous allez avoir l'avatar. Simplement, au lieu de l'avoir dans la journée, vous l'aurez peut-être au bout de 15 jours. Sincèrement, je suis pas sûre que ce soit ça qui change votre vie. Donc voilà, réservez au maximum vos popomondes, notamment sur Atlantide. Moi, sur les autres essors, je ne mets pas de popomondes. Les autres essors, c'est plutôt réservé finalement pour l'XP. Je m'en contrebalance. Donc du coup, moi, je veux farmer des ressources, donc du coup, je crame mes popomondes perso, enfin celles en tout cas que je réserve aux farms, sur Atlantide exclusivement. Un autre façon d'avoir des objets de combat, c'est encore et toujours ce bon vieux laboratoire alchimique. En fait, vous allez avoir 4 niveaux pour avoir finalement une même ressource. Enfin, une même ressource, pas tout à fait, mais pour avoir le même objet de combat. Je m'explique avec ce tableau qu'on trouve malheureusement plus, heureusement je l'avais gardé, qu'on trouve malheureusement plus sur Master, mais que je trouve vraiment bien parce qu'en fait il est super visuel, notamment pour savoir quel objet donne quel objet. Admettons, prenons le cas où vous voulez faire des petites popos de mana.
les petites popos de mana, admettons, vous êtes en dèche de grand os, et du coup, vous ne pouvez plus fabriquer de petites popos mana. Vous allez avoir à chaque fois, alors c'est peut-être pas le bon exemple du reste, parce que là, vous allez avoir seulement 2 niveaux, en fait, pour ça. Mais en tout cas, dès lors, on va plutôt prendre les popos moyennes, on va y arriver. On va prendre les popos moyennes de mana, vous allez voir qu'en fait, vous pouvez faire 4 niveaux différents pour finalement avoir soit des popos de mana, soit les objets permettant de les fabriquer dont vous pourriez manquer. Admettons, vous êtes en manque de poussière de grimoire, et donc vous avez du mal à fabriquer, j'espère que je ne me trompe pas sur le fait qu'il en faille pour faire comment ça s'appelle, des moyennes mana, mais admettons, vous manquez de poussière de mana, et donc vous manquez par voie de conséquence de potions de mana. Comment vous pouvez en avoir? Vous pouvez en avoir de différentes façons et sur différents niveaux. Vous pouvez en avoir sur le niveau, là vous voyez le 2, celui qui est orange foncé. Vous allez pouvoir utiliser des petits objets de combat, donc soit des petites popos mana, soit des popos de mana, ça du coup vous ne le faites pas parce que vous en avez besoin, des antidotes ou des flèches en général on en a plutôt besoin, ce dont en général on se contrebalance c'est le soin. Les mini potions de soin et les potions de soin tout court vont vous permettre finalement de fabriquer des objets au-dessus, et notamment dans ces objets dessus, vous avez des potions de mana moyennes. Étant précisé que, par contre, lorsque vous allez faire un niveau, vous avez une chance, entre guillemets, sur 5, finalement, de tomber sur la potion moyenne. Hein, vous allez... Décidément, ils sont bavards. Vous allez mettre, admettons, je dis n'importe quoi, des potions rouges, et vous allez avoir une chance sur 5 d'avoir des potions moyennes, ce qui sera jamais perdu sur les 4 autres. Pourquoi? Parce que déjà, par exemple, comment ça s'appelle? Les haches, je vais y arriver, ça vous sera toujours utile, et les bannières et les autres potions, vous pourrez éventuellement les utiliser pour fabriquer d'autres objets plus tard dans votre laboratoire alchimique. Donc même si immédiatement ça vous est pas utile, ça pourra vous être utile plus tard. Donc ça c'est le premier niveau qui va vous permettre finalement d'avoir des potions de mana moyenne, une chance sur 5 en tout cas à chaque transmutation, d'avoir une potion de mana moyenne. Autre chose qui va vous permettre de faire des potions de mana moyenne, c'est ce niveau-là, vous voyez, c'est le 5, celui qui est orange clair, le 5A. Vous voyez, en fait, vous allez utiliser des objets de combat du même niveau que les potions de mana moyenne pour fabriquer, du coup, un autre objet de combat identique, de la même rareté. Et là, ça va vous permettre, par contre, d'être sûr, éventuellement, ou en tout cas d'augmenter vos chances d'avoir des potions de mana moyenne. Pourquoi? Parce que selon ce que vous mettez en entrée, vous aurez une chose forcément différente en sortie. Je m'explique. Admettons, si je veux être sûr à 100% d'avoir une potion de mana moyenne, eh ben, il suffit que je mette une bannière tortue, une bannière, une bannière ours, une hache et une potion de soin, je sais plus comment elle s'appelle, puissante. Et là, vous êtes sûr en sortie d'avoir une potion de mana moyenne, puisqu'en fait, c'est la seule ressource que vous n'avez pas mise en entrée. Maintenant, ça peut être un peu plus difficile de faire ça. Pourquoi? Parce que des fois, par exemple, les haches, vous n'allez pas vouloir en mettre en entrée. Peu importe, et vous voyez, vous allez pouvoir, admettons, si vous êtes full de bannières, vous allez mettre bannière tortue, bannière ours, et admettons, potion de soin puissante, parce qu'on s'en fiche un peu, vous allez avoir une chance sur 2 d'avoir soit une hache qui vous sera utile, soit une mana moyenne qui vous sera utile. Donc vous voyez, là, comme ça, vous allez aussi pouvoir accumuler de la ressource. En étant, du coup, avoir un pourcentage plus élevé voire carrément 100% si vous mettez les objets qu'il faut, mais c'est pas forcément toujours le plus pratique pour vous, mais en tout cas, vous augmentez vos chances d'avoir l'objet qui vous manque. Ça, c'est pour avoir directement l'objet, mais vous pouvez aussi faire exactement la même chose pour avoir le matériau de fabrication qui vous manque pour fabriquer l'objet. Admettons, là je prends par exemple, donc on en part du principe que c'est des poussières de grimoire qui vous manquent. Les poussières de grimoire, vous allez pouvoir en obtenir par exemple en recyclant autre chose, à savoir des racines de minuit, du fer de qualité ou du bois dur si vous les avez en excédent. Si par exemple vous n'avez qu'une seule de ces ressources qui est vraiment excédentaire, vous n'utilisez que celle-ci, vous avez une chance sur 3 d'avoir des poussières de grimoire. Donc ça c'est le niveau 7A, vous voyez le jaune clair. Vous allez aussi pouvoir en avoir des poussières de grimoire via un autre niveau qui est le 4B, celui qui est un peu plus haut et qui est jaune un peu plus soutenu, où là par contre vous allez mettre en entrée, là pour le coup des ressources qu'en général on a toujours énormément en excédent, vous savez les feuilles, les champignons, les cristaux, tout ça, et là vous allez avoir
une chance sur 4 d'avoir de la poussière de grimoire, et en tout cas, d'autres ressources qui sont plutôt rares, à savoir les racines des minuit, le bois dur, etc. Ça, par exemple, ça peut être un niveau qui peut être très intéressant, puisque le bois dur, vous allez l'utiliser pour les haches, les poussières de grimoire, les racines, vous allez les utiliser pour les potions de mana moyenne, ainsi également que pour les attaques à la bombe, si je dis pas de bêtises. Le fer de qualité, je ne sais plus pourquoi, mais ça peut être un niveau qui peut être très intéressant, surtout qu'en général, encore une fois, les ressources qui sont en entrée, à savoir les cristaux, les champignons des cryptes, les feuilles puissantes, etc., les plumes solaires, et je sais plus comment on appelle le truc avant, là, le pierre de feu, ça en général c'est des trucs dont on déborde, donc ça peut être un très bon niveau aussi. Donc vous voyez, vous avez à chaque fois en fait, vous pouvez en tout cas faire 3 niveaux en parallèle, et 3 niveaux qui vont vous permettre finalement d'avoir la même ressource qui vous manque. Si vous voulez faire par exemple des manas moyennes, vous pouvez utiliser, on va y arriver, si vous pouvez utiliser, encore une fois, soit ce niveau-là, à savoir le 2B, soit vous allez pouvoir utiliser le 4B, soit vous allez pouvoir utiliser le 7A, soit vous allez pouvoir utiliser, je sais plus ce que je vous ai dit déjà, le 5A également. Donc voilà, donc vous avez encore une fois un certain nombre de niveaux qui vont aussi vous permettre de voir par rapport à ce que vous avez en excédent pour pouvoir utiliser ce que vous avez en trop pour fabriquer ce qui vous manque. Ça vraiment c'est top, et en plus vous allez fabriquer des alkekla qui vont vous permettre du coup d'avoir des emblèmes, mais également comme je vous l'ai dit des objets mythiques notamment. Donc c'est pour ça que vraiment le laboratoire alchimique pour moi c'est, s'il y a bien un niveau encore, enfin un bâtiment que je trouve le plus utile, même quasiment plus utile que l'académie où je fais des troupes, c'est le laboratoire alchimique, encore une fois, dès lors que vous faites des événements qui vont vous nécessiter d'avoir une certaine gestion de vos ressources. Parce qu'après, à la limite, sur tous les autres aspects du jeu, les ressources, vous n'en avez quasiment pas besoin. Mais dès lors que vous allez vouloir scorer un petit peu, là, pour le coup, vous allez avoir besoin d'objets, et ces objets-là, c'est sur le laboratoire que vous allez notamment les trouver. Alors vous allez me dire, ah oui, mais bon, c'est un objet tous les je sais pas combien. Oui, mais en fait, il faut voir que c'est quelque chose sur du long terme, en fait. Et c'est ça qui va vous permettre ça, plus les coffres que vous allez faire, plus, et je vais y revenir, les visions mystiques quotidiennes, qui vont permettre de cumuler. Par exemple, les visions mystiques quotidiennes, ça c'est quelque chose aussi qui est trop sous-estimé. J'avais fait un épisode là-dessus lorsque j'ai looté sur un mois, enfin sur 28 jours pour être plus précis, sur 4 semaines. Il faut savoir que les visions mystiques apportent aussi beaucoup de petits objets de combat qui sont très utiles sur les événements de challenge. Par exemple, moi, sur 28 jours, j'ai eu 67 petites potions de mana, 68 flèches, 60 haches, 55 de mana moyenne en 28 jours. Honnêtement, ça, moi, en fait, ce que je loot en mana moyen, grosso modo, sauf lorsque je veux vraiment scorer en événement d'alliance, mais si je fais un événement d'alliance plutôt chill, on va dire à 2 millions 2, et moi après ce que je fais sur les événements de challenge individuels, je fais en général un top 1000, parfois ça peut m'arriver exceptionnellement un top 100 sur le rare, et après je fais du top 5k et du top 10k, donc vraiment je m'embête pas sur l'épique et le légendaire. En fait, moi, je suis en autosuffisance sur ces objets-là, voire je suis en excédent, notamment, par exemple, de mana moyenne, rien qu'avec ce que je loot à côté, sans en fabriquer. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer, notamment les visions mystiques. Voilà, encore une fois, 55 mana moyenne, ça vous fait, je sais pas, 55, par exemple, poussière de grimoire dont vous manquez. C'est quelque chose qui va énormément vous alimenter. Donc, la première chose pour tout ce qui est objet de combat, c'est le farm, évidemment. La deuxième chose, c'est le laboratoire alchimique à tourner H24, ça il faut vraiment jamais qu'il s'arrête, et 3 niveaux en parallèle. Autre chose, c'est les visions mystiques quotidiennes, qui sont trop sous-estimées. On dit toujours, oh bah oui, mais ça apporte une gemme et une flèche. Ouais, alors déjà, mis bout à bout, quand vous a fait un certain nombre, ça commence à chiffrer, et justement, ça vous apporte, du coup, des ressources que vous n'avez même pas besoin de fabriquer, puisque vous les avez directement. Puisque des fois c'est des flèches, des fois c'est des haches, des fois c'est des manas moyennes, etc., etc. Et la dernière chose, pour tout ce qui est, encore une fois, les objets de combat, et encore une fois qui est trop sous-estimé, ce sont les économies. Encore une fois, ne pas utiliser ces objets si vous en manquez notamment, ou même si vous en avez un excédent, parce que ça peut partir très vite, ne pas les utiliser ailleurs, et notamment ne pas les utiliser sur quelque chose qui peut vite être un gouffre, à savoir sur les titans quotidiens. En plus, ça a un double intérêt, c'est que du coup, ça va vous permettre de ne pas exploser la limite, parce qu'en général, on est obligé de fixer limite sur les titans 14 maintenant, pour notamment, enfin, ça dépend des teams, certains c'est à 11h, nous c'est à 12h, voilà, on fixe une limite jusqu'à 12h, ne pas utiliser mine de rien d'items, actuellement vous pouvez faire les titans sans items, les titans 14, parce que vous avez, les héros sont devenus plus résistants, et puis parce que, les titans sont devenus toujours aussi pareils, mais par contre, les héros ont vachement augmenté, donc ne pas utiliser d'items de combat sur les titans, ça va vous faire
une énorme économie d'items, et ça vous vous en rendez pas compte, mais notamment, même si c'est des petites popos de mana, même si c'est des petites choses comme ça, en fait, dans la mesure où c'est des titans quotidiens, vous allez vite en manger beaucoup. Donc, la première chose aussi, enfin une autre des choses importantes à faire pour avoir des objets de combat, c'est ne pas les dépenser ailleurs, notamment que sur les événements d'alliance, ou les événements de challenge éventuellement, étant précisé que si vous aimez faire des événements de challenge et que vous faites des événements d'alliance, il faut quand même prioriser les événements d'alliance, comme toujours, on privilégie le collectif sur l'individuel, ça paraît évident, mais c'est mieux de le dire. Mais voilà, sur les titans quotidiens notamment, n'utilisez pas d'items. Pareil, vous avez passé un certain niveau, vous n'avez plus besoin d'objets de combat honnêtement sur les différentes quêtes qu'il y a à faire, même si elles sont devenues un peu plus difficiles, sincèrement, vous en utilisez plus, donc du coup, comme vous n'utilisez plus d'objets de combat, eh bien, vous en lootez par différents biais, parce que vous en avez aussi sur les coffres, vous en avez sur les titans, vous en avez sur différentes choses, très peu, mais finalement, comme vous ne les utilisez pas, eh ben, ça augmente votre stock petit à petit, sans même que vous vous en rendiez compte. Et une autre façon également de faire beaucoup d'économies, notamment sur les objets, ça paraît idiot, mais c'est encore une fois, je le répète, et c'est très important, c'est la technique. Typiquement, sur tout ce qui est événement de challenge et événement d'alliance, plus votre technique sera mauvaise, plus vous allez manger d'objets. Meilleure sera votre technique, moins vous allez manger d'objets. Ça, c'est fondamental. Et idem du reste sur d'autres choses, à savoir les pots au monde, mais ça c'est plus difficile, mais c'est pareil. Meilleure sera votre technique, meilleure sera notamment pour les pots au monde, c'est la vision du puzzle, plus vous allez pouvoir rentabiliser en fait des puzzles, et du coup, moins vous aurez besoin de pots au monde. Plus votre technique, moins bonne est votre technique, plus vous allez consommer. Donc ça aussi, c'est un entraînement. Alors on va me dire, ah oui, mais ma technique elle est mauvaise. Mais on peut progresser, je veux dire, tout le monde progresse. Alors là, honnêtement, s'il y a bien une chose à laquelle je crois, c'est la progression. Dès lors que vous avez les conseils qu'il faut, tout le monde peut y arriver. Ça aussi, c'est quelque chose qui des gens qui disent, moi j'y arrive pas, j'aime pas, j'y arriverai jamais, machin, c'est faux. Appliquez les conseils, trouvez quelqu'un qui vous donne des bons conseils, appliquez les conseils qu'il vous donne. Évidemment, il faut un petit peu comment dirais-je, faut pas s'acharner, mais enfin, faut être un petit peu, voilà, essayez vraiment, et vous allez voir que vous allez progresser. Et là, encore une fois, voilà, c'est en améliorant votre technique également que vous allez économiser beaucoup d'items, notamment sur tout ce qui est événement de challenge, événement d'alliance, quête d'alliance. Encore une fois, la tendance quand la technique est pas très bonne, enfin, elle est un petit peu pas au top en tout cas, c'est que vous allez cramer beaucoup d'items. Alors qu'après, vous saurez finalement où les utiliser et où ne pas les utiliser une fois que vous aurez acquis l'habitude. Quand vous aurez l'habitude, vous allez faire un mouvement, deux mouvements de puzzle, et vous allez quitter, et vous allez vite voir que ça sert à rien d'utiliser des items, du coup vous allez les économiser. Et quand vous êtes vraiment très bon, ça demande beaucoup plus de pratique pour le coup, mais encore une fois, je pense que c'est accessible quand même à beaucoup de monde. Bah là, pour le coup, vous allez pouvoir économiser des pots au monde comment? Parce qu'en fait, quand vous allez lancer votre tableau, bah vous allez pouvoir plus facilement les combos, plus facilement voir les bons tableaux, alors que moins vous avez d'expérience et puis moins vous êtes bon, finalement, moins vous allez voir les bons tableaux. Les tableaux un peu cachés qui sont finalement les meilleurs, parce que c'est ceux où on va pouvoir faire le plus de combos, vous n'allez pas forcément les voir. Alors que plus vous avez d'expérience et plus vous avez cette vision du puzzle, où il y a aussi une part, faut reconnaître, de talent. Certains l'auront jamais, moi je suis sûre que j'aurai jamais la même vision de puzzle qu'ont certains, ça c'est une évidence. Mais quand même, je vois que je progresse, c'est-à-dire que je vois des combos qu'avant je pouvais pas voir, maintenant je les vois, ça me fait aussi des économies de pop au monde. Et encore une fois, plus vous avez d'expérience, plus vous allez voir quand est-ce qu'il faudra mettre des items ou pas en mettre, et du coup vous allez en économiser pas mal. Donc ça aussi, la technique, c'est aussi très important en fait pour la gestion des ressources, pour les économies. Et la dernière chose, enfin vous pouvez aussi, j'ai oublié de vous dire, mais vous pouvez aussi, tout comme toujours, mais ça c'est pour tout évidemment, prendre des offres payantes pour pouvoir avoir un peu plus de ressources. Mais ça j'ai envie de dire, c'est pour tous les aspects du jeu, hein. Si vous payez, vous avez des ressources. Quoique sur les objets de combat, je pense que j'ai jamais fait gaffe en fait dans les offres, s'il y en avait vraiment. Je suis pas sûre qu'il y ait quand même beaucoup d'offres axées sur les objets de combat. Bon, je suis pas sûre que ce soit ça. Les offres payantes pour le coup permettent vraiment de maintenir. Autre donc ressource qui est très importante, notamment pour les événements d'alliance, ce sont les pots au monde. Ça, pour le coup, ça peut aussi être vite une ressource limitante. Pourquoi? Parce que, encore une fois, comme je viens de vous le dire, on est obligé sur les événements d'alliance ou les événements de challenge de relancer pour trouver les bons puzzles. Et encore une fois, moins bonne est votre vision du puzzle, plus vous allez être obligé de relancer parce que moins vous verrez les bons puzzles du premier coup d'œil. Moi, c'est un truc que je fais maintenant, alors du coup, je suis pas très rapide, on va pas se mentir, mais j'hésite pas à prendre quelque chose qui me paraît démesurément long, je dirais 5 secondes au début, mais je pense que ça doit être peut-être 2-3 secondes, pour regarder mon puzzle, parce que moi j'ai besoin de ça. J'ai pas la vision immédiate, je me connecte pas, je me dis, waouh, c'est bon, si je fais ça, et ça, voilà. Certains y arrivent, ils sont super forts, et honnêtement, moi je suis assez admiratif devant eux.
Moi, ça me demande quelques secondes, et j'hésite pas à les prendre, en fait, parce que du coup, alors vous perdez évidemment en vitesse, mais finalement, vous allez gagner des combos, des puzzles, où vous allez finalement faire de belles choses, malgré tout, parce que vous aurez vu les combos, pris le temps de voir les combos. Moi, ça me demande moi, ça me demande un peu de temps, honnêtement. Peut-être que je vais de plus en plus vite, j'espère en tout cas, mais ça me demande quand même du temps. Mais je préfère ça en fait pour économiser un peu mes popomondes, quitte à perdre 2-3 secondes qui vont forcément me faire perdre des points à la fin, ça c'est très clair, mais qui, vu que je vise pas 2,4 millions non plus, me permettent largement, encore une fois, d'atteindre les 2,3 millions, voire de les dépasser. Donc voilà, moi je fais comme ça, mais donc déjà la technique, encore une fois, et les économies, on ne réserve les popomondes que sur Atlantide et sur les événements de challenge et les événements d'alliance. Si vous manquez, encore une fois, de popomondes pour les événements challenge individuels, ben tant pis, vous les réservez pour les événements d'alliance, et puis vous remontez votre stock petit à petit. Donc voilà, la première chose, c'est les économies qui vont finalement avec la technique. Avant, on en trouvait dans la voie du courage et la voie des géants. Ah, bah, carrément, mon téléphone s'est éteint, voilà. Avant, on trouvait donc ces objets-là, également des popomondes, on en trouvait que soit dans les offres gratuites, on pouvait en avoir 3 par mois avec la voie du courage et la voie des géants, et on pouvait en avoir 8 également payantes en voie du courage et 6 en voie des géants, il me semble, dans les offres payantes. Bon, ça pareil, ça a été supprimé. Donc pour le coup, moi là j'avoue que les 3 gratuites m'étaient quand même bien utiles. Je pense que ça devait être bien utile aussi les 14 payantes, pour beaucoup. Donc bah, ça a été supprimé. Donc du coup, vous n'avez plus de popomonde. Donc vous en avez toujours dans d'autres offres en général, je pense. Alors, on va peut-être regarder là, je ne sais pas, j'avoue. Hop, on va regarder un peu les offres. Tac, on va directement dans la boutique, vous avez toutes les offres du jour. Où sont les offres avec des popomondes? Ah, j'en vois pas beaucoup pour le coup. Tac, il y a quoi aujourd'hui? Bon bah là vous voyez, bon pour 6 belles, enfin je trouve ça hyper cher quoi, 6 € pour 500 gemmes, ah quoique c'est peut-être le tarif, je ne sais pas. Là vous voyez, pour 3 € vous avez, par exemple cette offre là, je pense que, enfin encore une fois je suis pas très douée sur les offres, hein, mais vous avez 2 potions, 2 popomondes, 2 tirages, bon, pour les saisonniers et 150 pièces de tour, bon, voilà. Enfin assez régulièrement vous pouvez avoir des popomondes qui accompagnent les offres, donc c'est une autre façon de les avoir. Sinon, là où vous en avez le plus, c'est sur 2 choses particulières, à savoir sur les événements de challenge individuels, où là, vous pouvez en looter 7 gratos. Une, en fait, que vous avez toujours un message d'alliance, un message au début de l'event, où vous recevez un message dans votre boîte aux lettres, il y a toujours une popomonde avec. Et vous pouvez également en looter 6 très facilement. Et ça, pour le coup, si vous voulez faire les événements d'alliance, honnêtement, c'est impératif au moins de le faire, en faisant tout simplement un top 10K rare, 5K épique et 10K légendaire, ce qui sont vraiment 3 tops faciles à obtenir. Vous pouvez en looter 6 et même peut-être plus, parce qu'il me semble qu'il y en a aussi, 6 c'est quand vous avez votre classement, mais il me semble que vous en avez aussi en finissant le rare, l'épique et le légendaire. Donc mine de rien, sur les événements de challenge, vous pouvez choper beaucoup de popomondes, donc faites impérativement notamment ces 3 niveaux, le 10K rare, le 5K épique et le 10K légendaire. C'est facile, une fois que vous avez un minimum l'habitude, honnêtement c'est très facile de les avoir sans gaspiller de ressources, sans utiliser de popomonde, vraiment juste vos énergies classiques, vous pouvez très facilement les avoir, et ça va alimenter votre stock de popos, c'est très important de les avoir. Et vous avez encore et toujours quelque chose qui est trop sous-estimé, à savoir les visions mystiques, où vous pouvez avoir régulièrement des popomondes. Encore une fois, moi sur 28 jours j'en ai eu 7. Bon bah 7 par mois, honnêtement, c'est pas inintéressant du tout. Et après évidemment vous pouvez en looter sur les titans, les coffres, etc. etc. Mais voilà, là où vous devez axer vous, parce que finalement les coffres vous les faites naturellement, les titans vous les tuez, etc. Là où vous devez axer, c'est sur les événements de challenge individuels, pour choper tous les popos gratos. Les visions mystiques à ne pas oublier, et après évidemment tout ce qui est économie, on n'utilise pas de popomonde pour aller faire les avatars. Les avatars, si vous avez envie de faire les avatars, il n'y a pas de souci. N'utilisez pas de popomonde dessus, en fait, vous farmez tranquillement vos niveaux. Alors oui, ça vous prendra plus de temps, ça peut vous prendre plusieurs mois. Bon, encore une fois, après c'est des choix à faire de jeu. Soit vous avez envie de faire les événements de challenge, notamment les événements d'alliance, soit vous n'avez pas envie. Si vous n'avez pas envie, utilisez vos popomonde comme vous le souhaitez. Si vous avez envie de les faire, faut économiser un petit peu pour se concentrer sur autre chose. Encore une fois, c'est toujours finalement des choix à faire. Et on utilise des popomonde que sur Atlantide pour la gestion des ressources, et non pas sur les autres essors, sur lesquels vous pouvez utiliser tout simplement vos énergies gratuites. Donc, en conseil complémentaire et finalement peut-être un peu récap,
sur la gestion des ressources, voilà. Il faut impérativement vérifier régulièrement son stock de ressources pour anticiper avant d'être à sec. C'est difficile de remonter la pente quand on est à zéro, et surtout on a une période où par définition on est gêné pour faire tout un tas de choses. Si vous anticipez en fait en modifiant votre laboratoire alchimique, en modifiant les niveaux que vous allez farmer, vous allez voir que finalement ça va être très fluide et vous n'allez pas avoir l'impression d'être toujours en train de tirer la langue en fait. Donc ça c'est important de vérifier régulièrement son stock de ressources pour anticiper. Deuxième chose très importante, pour pouvoir vous maintenir son stock de ressources, la première chose, c'est économiser, notamment, principalement, sur les titans de deux façons. Déjà, sur les titans quotidiens, on n'utilise pas d'items dessus, et ni sur les différentes quêtes, tout ça, vous n'en avez pas besoin. Et deuxième chose, en tout cas, si vous voulez faire des événements d'alliance qui impliquent que vous ayez déjà un certain niveau de jeu. Et deuxième chose pour économiser, c'est améliorer sa technique. N'hésitez pas, encore une fois. Moi, je vois là, récemment, j'ai discuté avec quelqu'un qui me disait qu'il faisait 2,1 millions en quête d'alliance et que, bon, à niveau technique, ça va, il s'y connaissait. Si vous faites 2,1 millions en quête d'alliance, c'est que votre technique, elle est perfectible. C'est une évidence, c'est pas une critique du tout, et tant mieux j'ai envie de dire, honnêtement, moi ma technique elle est perfectible et j'en suis bien contente, parce que le jour où en fait je pourrais plus progresser le niveau de technique, je m'ennuierais. Donc moi je suis contente d'avoir des objectifs, de m'améliorer, et je sais que je peux encore le faire. Donc voilà, ça c'est encore une chose, améliorer votre technique, c'est aussi la façon de mieux gérer vos ressources. Autre conseil, encore une fois, faire fonctionner à fond votre laboratoire alchimique, toujours 3 niveaux en parallèle, en privilégiant les niveaux évidemment qui vous apportent les ressources nécessaires, celles dont vous manquez, que ce soit l'objet directement ou le matériau pour le fabriquer. Ça vous permettra également en rebond, si jamais vous manquez notamment pour les objets mythiques, d'avoir quelques objets mythiques, ce qui est très intéressant. Autre chose évidemment très important pour la gestion de ressources, c'est le farm. On farm sur Atlantide avec des popomondes, et sur les autres essors, on farm également toujours la ressource qui nous manque, mais en utilisant uniquement ces énergies classiques. N'hésitez pas souvent à me dire j'ai pas le temps, mais moi sincèrement je farm par exemple quand je regarde une série, un film, peu importe, je mets en automatique, donc j'appuie sur 2 boutons grosso modo et je relance. Vous pouvez farmer, je fais ça aussi également quand je fais mes corvées quotidiennes. Moi je fais beaucoup de cuisine, par exemple le week-end, du coup je farm pendant ce temps-là, tout simplement. Je fais ma cuisine, j'ai mon téléphone qui est posé, alors je dis pas des fois il s'éteint, je le rallume, peu importe, mais voilà, je lance mon truc, hop, je fais un petit niveau, je pars faire autre chose, je fais mon linge, hop, je lance un petit niveau, voilà, c'est des choses toutes bêtes, et en plus, actuellement, si vraiment vous avez pas le temps, vous avez le VIP gain de temps, là, que je trouve pour le coup, moi pour le coup, il me fait vraiment de l'œil, je trouve à 3€, ça peut être un énorme confort. Je le prends pas parce que bon, il n'est pas indispensable et je me débrouille autrement, mais je trouve qu'il est plutôt, pour le coup, s'il y a bien une offre qui m'intéresse, ça peut être celle-ci. Autre chose, faire un maximum de vision mystique. Alors je sais bien que si vous travaillez, c'est pas forcément le mieux, enfin le plus pratique, mais plus vous faites de vision mystique, plus vous allez accumuler des ressources sans même vous en rendre compte, et très sincèrement, le global est vraiment, vraiment pas négligeable, que ce soit des objets de combat, ou encore une fois, que ce soit des popomondes. Et donc, encore une fois, la dernière chose, la technique, je le dis et je le redis, mais c'est finalement la technique qui est la première cause d'un manque de ressources. Meilleure sera votre technique, moins vous manquerez de ressources, sauf à vraiment viser le top du top du top, où là vous allez devoir cramer, voilà, si vous voulez tenter de faire plus de 2,4 millions en événement d'alliance, forcément, là vous allez devoir mettre des ressources. Si vous voulez faire quelque chose de plus raisonnable, qui vous permettra de faire même un top 10, du coup avec une bonne technique, vous allez pouvoir le faire moyennant des ressources qui sont acceptables et que vous allez pouvoir reconstituer. Voilà, écoutez, voilà ce que je voulais vous dire. C'est pour tout, je pense, pour ce premier épisode qui sera, je pense, assez soporifique sur les événements de challenge, qui est la gestion des ressources. Je sais qu'il n'est pas funky, mais je pense, et je persiste à dire que c'est très important, et que c'est quelque chose qui est trop sous-estimé, raison pour laquelle je voulais axer là-dessus. Le prochain épisode, je pense que je le ferai sur les 3 et 4 étoiles qui sont indispensables si vous voulez faire, de l'événement d'alliance, de la quête d'alliance et du titan mythique. Parce que ça aussi, trop souvent, moi il y a des gens qui viennent me voir pour rentrer dans la team, je regarde les decks et on voit très clairement que les gens axent sur les 5 étoiles et oublient complètement tout le reste. Et ça c'est bien dommage, c'est aussi à ça qu'on reconnaît finalement les bons joueurs, en tout cas les joueurs complets, c'est ceux qui ont les 3 et 4 étoiles qui sont utiles également. Donc je ferai, je pense, un épisode également réservé à ces héros-là, les héros que vous devez réserver, garder en stock, monter, emblémer, LB, etc. Voilà, donc ça, je ferai un épisode également là-dessus. Je pense que je ferai également un épisode un peu sur j'en avais déjà fait, mais il y a tellement longtemps, sur la technique mythique,
qui est à la fois pas si compliqué que ça, finalement. Je trouve que c'est peut-être la technique, c'est peut-être l'événement le plus accessible d'un point de vue technique, c'est le mythique, mais moins accessible niveau deck. Donc je pense que je ferai aussi un petit point là-dessus. Et puis voilà, après je ne sais pas si vous avez d'autres souhaits qui concernent les événements, encore une fois, Monster Island, comment ça s'appelle, la quête d'alliance ou autre, ou le titan mythique, n'hésitez pas, on pourra en discuter. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao les amis!